C'est cool, on est dans le Pays Basque. C'est beau le Pays Basque. Et on est dans un château, c'est un château ici. Oui, une maison de maître, je sais pas, ou un truc du style. Ouais. Ouais. Quand j'étais perdue, le garagiste il m'a dit que c'était un château. Alors moi je dis que c'est un château. C'est suffisamment grand pour être un château. Je suis venue jusqu'ici dans le Pays Basque parce que quelqu'un m'a dit à Paris qu'il fallait que je te rencontre. Parce que je suis intéressée par tout ce qui nous permet de mieux nous connaître. Et toi, en fait, tu travailles sur ce sujet, et notamment avec un outil particulier qui s'appelle Human Design. Mhm. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Human Design? D'où ça vient déjà et déjà d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? Voilà, un espèce de mix de ces deux-là. Ok. Déjà, t'es d'où? T'as un accent? Oui, moi je suis belge, d'Anvers. D'accord. Bon, le design humain, ça vient d'une expérience qu'un homme a eue en janvier 1987. Et c'est un homme qui a eu une expérience pendant 8 jours. Et après avoir eu cette expérience, en fait, bizarrement, il en est sorti comme Ra-Uru-Hu. Alors que quand il entrait, il était Robert Krakauer. Enfin, on l'appelait déjà Ra, mais il en est sorti Ra-Uru-Hu. Donc, Ça veut dire quoi ça, Ra ou... Ra, c'était l'abréviation de Robert, donc en anglais. Et Uru est une intelligence qui est quelque part à la base de la révélation du système de design humain. Et Hu est un titre, une révérence. On est tous des Hu-mains. Ah oui, effectivement. Donc c'était une expérience spirituelle, là, ces 8 jours. Il en a fait un documentaire qui s'appelle L'encontre avec une voix. Et on peut croire parfois qu'une expérience spirituelle c'est quelque chose d'agréable et tout ça. Et lui, il décrit ça plutôt comme un viol douloureux. Donc une expérience physiquement très désagréable, mais extrêmement révélatrice à beaucoup de niveaux. Donc il a eu une expérience pendant 8 jours en 87. Et très peu de temps après, il a commencé, enfin très peu de temps, un an, je crois il a mis un an plus ou moins ou deux à s'en remettre. Il a commencé à exposer petit à petit la connaissance qu'il avait reçue. Et cette connaissance, il a appelé le système du design humain. Et en fait, c'est une cosmovision sur l'évolution de la conscience dans la forme. Donc, l'évolution du temps, l'évolution de ce que c'est l'intelligence qui est en fait qui anime le monde atomique. Comment est-ce qu'elle opère? Comment est-ce qu'elle est designed? Ce qui est vachement étonnant en design humain, c'est que le design humain a un début, oui, d'expérience mystique. Mais en même temps, toutes les conférences de design humain ont toujours été enregistrées ou filmées. Et depuis 1987, il y a un homme avec un très bon sens de l'humour d'ailleurs, qui décrivait que voilà, les neutrinos ont de la masse. Ceci est à la base de cette cosmovision. Il y a certaines étoiles dans l'univers qui sont plus âgées que l'univers même. Il y a un monopôle magnétique qui tient notre géométrie alignée. Il y a ceci, cela. Et donc, ce sont toutes des données scientifiques finalement, okay,
qui en 1987, 8, 9, 90, 11, 12, toute cette époque-là, c'était du blabla. Oui. Et elles ont été vérifiées au fur et à mesure du temps. Donc on a découvert la masse des neutrinos au fin des années 90. On a découvert l'existence d'un monopole magnétique quelque part dans 2012, 13 en Allemagne. Enfin, il y a eu tout le temps l'affirmation des données scientifiques qui sont à la base des designs humains. Et moi, ça m'a toujours appelé l'attention. Je me suis toujours dit, tiens, en fait, ceux qui investiguent le design humain depuis plusieurs années ou des décennies, ils devraient en fait mettre ça au clair, que c'est quand même étonnant qu'il y ait quelqu'un qui disait ça et qui montre en fait un système qui décrit des mécanismes énergétiques. En fait, il était à l'avance de la science, alors que le système qu'il propose, pour qu'il soit pratique dans la vie quotidienne d'un individu, il faut l'introduction des données de naissance. Ce qui fait tellement de je sais pas, de scepticisme. Juste pour expliquer, en fait, pour faire ce design humain, c'est-à-dire avoir les données, une carte de ce qui nous conduit, de ce qui nous... je sais pas comment dire d'ailleurs, il faut rentrer sa date de naissance et son heure de naissance. Et c'est vrai que ça défie un peu la raison, on va dire. Donc c'est ça, je voulais juste mettre ce point pour qu'on comprenne. Donc c'est quoi le design humain? Maintenant qu'on sait, ok, il est venu de ça, il y a eu l'exploration et on se rend compte peut-être il expliquait des faits scientifiques qui n'étaient pas encore énoncés. Comment ça marche et c'est quoi comment ça se passe déjà, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je dois obtenir? Qu'est-ce que je vais comprendre avec le design humain? Et comment ça se passe, une séance ou Ouais. Qu'est-ce que je vais obtenir? Il y a des gens qui ont décrit le design humain comme le manuel d'utilisation, en fait, du corps mental dans lequel nous sommes passagers. Okay. Et donc ça décrit en fait des mécanismes énergétiques. On a tous une matrice génétique, mais sur la cage sexe, on remplit, moi je suis masculin, toi t'es féminin, sur les yeux, moi je bleu clair, toi bleu foncé, on émet chacun différentes fréquences par rapport à cette matrice génétique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le design humain présente une matrice corrélée à la génétique, mais au niveau énergétique. Donc, tous les deux, on expérience des émotions, ok? Mais est-ce que tu les émets ou est-ce que tu es réceptif à? Un être humain, il expérience l'adrénaline, ok? Mais l'adrénaline, est-ce que c'est une fréquence que j'émets ou est-ce que c'est une fréquence à laquelle je suis réceptif? La force de la volonté, c'est quelque chose que j'émets comme fréquence ou c'est quelque chose que je suis réceptif? Et le design humain, en fait, à travers de pouvoir montrer graphiquement quelle est la façon de laquelle moi je participe dans cette matrice de la vie qui est égale à la matrice génétique, elle permet en fait de nous positionner. Et dans la vie, tout a à voir avec notre positionnement. Parce que c'est notre positionnement qui crée en fait notre géométrie, notre vie. Une décision qui mène à une autre, c'est un positionnement qui mène à un autre. Donc c'est notre vie. Mais comment est-ce que je me positionne? C'est ça que le design humain amène. Donc pour le dire simplement, c'est un outil qui en fait aide à prendre des décisions, si jamais on en prend dans la vie. Okay? Moi j'ai plutôt tendance à se dire que c'est un outil qui nous aide à nous positionner et à se voir. C'est un outil qui aide à se voir.
à auto-refléter, à utiliser le mental pour être une conscience autoréflexive, de s'émerveiller, de se voir, de dire « Ah, waouh, voilà, c'est ma vie, waouh, je la vois, je sais où j'en suis, je la vois devant les yeux. Quel émerveillement quelque part. » Mais pour cela, c'est un doigt qui pointe vers les mécanismes énergétiques qui sont à la base de cette vie. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui est émotionnellement réceptif. Alors chaque fois qu'il y avait des émotions dans l'air, je croyais que c'était moi. Et je devenais encore beaucoup plus fâché, ou plus triste, ou plus... Waouh, je les exagérais et je les distorsionnais. Okay. Alors qu'en le sachant... En le sachant, je m'en suis rendu compte, c'est quelque chose qui entre en moi et j'en ai peur. Du coup, j'ai une autre façon de me positionner par rapport aux émotions. Elles me font toujours peur. C'est toujours une fréquence qui... Elle me prend, ok? Mais j'ai appris ou j'apprends à la confronter, à me dire, waouh, ok, c'est ça. Ce n'est que ça. Oui, ce n'est que ça. Avant de l'avoir aussi, c'est pas évident. Quelqu'un peut être vachement fâché, mais c'est une question d'axe. Et je peux devenir 2 fois plus fâché. Mais c'est une question de voir, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là? Donc ce genre de positionnement que le design humain m'a permis, ça change, ça me donne en fait mon expérience de ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui a par exemple la force de la volonté définie dans mon corps graphique, dont je n'émets pas de la force de volonté. Je ne m'affirme pas comme ça. Et c'est intéressant de voir que par la volonté, ok, je ne me positionne pas correctement dans cette vie. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a les fameux « il faut que », pour réussir dans la vie, il faut justement avoir de la volonté, il faut monter des projets. En fin de compte, en te comprenant, tu te rends compte que toi, tu vas te positionner différemment par rapport aux gens et par rapport à ces « il faut que ». Moi, quand je me positionne par rapport au « il faut que », je peux un jour, et 2 jours, et 3 jours. Et puis tu vas t'épuiser. Et puis, mais il faut. Et puis, j'arrive pas à maintenir une fréquence de force de volonté de façon consistante. Donc, après 2-3 jours, et en fait, ce que cela entraîne, ou ce que cela a tendance à entraîner, c'est je suis nul, je sais pas le faire, mais voilà. Donc, j'ai tendance à me fouetter. Alors que tout ça, ce n'est qu'un trip mental. Je le vois maintenant, parce que je vois qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un qui, inhéremment, dans mon intégrité, la force de la volonté, ce n'est pas quelque chose que j'ai là à émettre tout le temps. Donc, j'ai un autre accès à ça. Comment tu as découvert, toi, le human design? Comment tu es venu là et pourquoi ça t'a embarqué? Moi, j'ai découvert, en fait, ça m'a vachement marqué parce que j'ai une formation en tant qu'anthropologue, okay, et juriste aussi. Donc, j'avais déjà un certain cadre de structure, et puis, quand j'ai terminé mes études de juriste, j'ai fait de l'anthropologie sociale. Et quand je faisais l'anthropologie sociale dans les années 90, on était fortement en train d'investiguer l'anthropologie cognitive. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une matrice, okay, qui en fait nous fait que la vie telle qu'on l'a fait, et avec une énorme diversité ethnique par exemple, elle est quand même quelque part limitée. Elle est limitée à la matrice qu'il y a là. Donc on a une matrice qui dit par exemple, voilà, on est là pour avoir... notre matrice, elle nous permet en fait d'avoir des pensées transcendantales. Ouais.
les humains ou les ethnies différentes, on le voit, il y a une énorme possibilité de croire en ceci, en cela, de ne pas croire ceci. Voilà. Ça a une énorme diversité qui est la richesse de notre monde quelque part. Okay? Mais en même temps, il y a une certaine limitation aussi. Ce qu'il y a dehors de nous, il faut quelque chose à l'intérieur de nous, dans l'architecture, pour que ce soit possible que ce soit dehors. C'était ce que Watson et Crick disaient quand ils ont découvert la matrice génétique. Il y a un gène pour tout. Il faut un gène pour tout. Si on parle de Dieu, il faut qu'il y ait un gène à l'intérieur de nous qui nous le permet. Sinon, on ne le construirait pas. D'accord. Et donc, le design, c'est ça. Design, ça a à voir avec le fait de reconnaître l'architecture. Et comment elle est faite pour toi particulièrement et comment elle est faite pour moi particulièrement. Et du coup, quelle est l'expérience qui en sort de ça? Et il y a une magie dans le design humain. Okay? Et la magie, c'est que la magie, elle est en fait dans notre unicité. Donc, la porte au bonheur, la porte à l'émerveillement, la porte mystique, la porte à la conscience, c'est une porte qui est unique. Elle est en moi. Moi, je peux l'ouvrir en moi. Elle n'est jamais là. C'est pas en croyant en quelque chose qui est hors de moi, c'est en croyant quelque chose qui est en moi. Et donc, cette porte vers ce qui est le plus précieux en nous, c'est notre individuel, l'étincelle de vie que nous sommes qui ne va plus jamais y avoir avant, qu'il n'y a jamais eu avant, qu'il n'y aura plus jamais après. Cette étincelle de vie qui est tellement unique, c'est un outil qui aide à mieux comprendre cette étincelle. C'est juste ça. Donc, c'est clair. Oui, quelque part c'est clair, c'est une éducation de base. C'est pas un truc... c'est juste une éducation sur ça. Tiens, moi je suis unique. Ah oui? Et ça fonctionne comme ça. Comment pour toi? Ben pour moi ça fonctionne comme ça. Et puis j'expérimente, je vois, ah oui ça fonctionne comme ça, ben oui ça fonctionne comme ça. Oh, tiens, oui ça fonctionne comme ça. Et petit à petit, je me fais avec. Je vais revenir à la question du bonheur. J'aimerais avoir ta vision. Ce qu'est le bonheur pour toi? Comment tu l'apprends? Ouais, peut-être pas c'est quoi, ou en tout cas, qu'est-ce que tu as appris dans ta vie qui te permet d'être plus heureux? Qu'est-ce que j'ai quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Quelle est ta sagesse justement? Qu'est-ce que tu as appris? D'ailleurs, est-ce que c'est dans ton human design de transmettre ce genre de choses? Puisque moi, tu m'as fait mon human design juste avant, donc c'est très intéressant. Ça me fait aussi évaluer les autres différemment. Qu'est-ce que tu as appris dans ta vie qui te permet d'être plus heureux? C'est quoi les clés essentielles pour toi? Pour moi, c'est l'émerveillement que je crois qui fait. Je me souviens, j'ai appris, c'est comme si la vie me l'avait appris à un moment donné, que s'il y avait si je devais donner une symbolique à ça, c'est comme si il y a une grande bombe atomique et tout est et tout est gris et il n'y a plus de vie et du coup il y a juste un petit truc d'herbe qui commence à sortir de nouveau du sol. Okay? C'est ça ce qui me... Wow.
l'innocence, que finalement, c'est l'innocence qui gagne. Et moi, c'est ce qui me rend heureux. Je le perds et je le retrouve. Et apparemment, une des façons pour moi d'être heureux, c'est que je dois aussi le perdre pour pouvoir le retrouver. Jusqu'à présent, je ne suis pas ancré dedans constamment. Okay? J'ai vu des moments où je suis... Je sais pas, j'ai des problèmes avec mon frère pour l'instant, c'est comme ça, je me dis, wow, ça ne me rend pas forcément heureux, ça me pèse dessus, et c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de toquer à ma porte, voir, il y a quelque chose. J'aime bien pour, faire comme ça dans mon cœur par rapport à la vie, ça me rend heureux. Aussi longtemps que je suis comme ça, je peux croire que je suis heureux, mais pas forcément. Donc, pour moi, quelque part, en design, on dit, ou l'intelligence qui a apporté ce design avait dit à Raoult que nous sommes sans recours et incompétents. On n'est que des passagers ici. Et bien, retrouver de temps en temps cet espace de je suis sans recours et incompétent, je suis juste là, c'est juste un énorme cadeau. Ça me rend heureux. C'est du bonheur pour moi. Puis, c'est bizarre parce que ça n'a rien à voir avec le fait d'être de bonne humeur ou de mauvaise humeur, ou ça n'a rien à voir en fait. Tout ça, ça fait partie du truc. Mais voilà, donc pour moi c'est ça. Et c'est une rencontre avec soi-même aussi, dans ce sens-là. Parce que ouvrir cette porte qui fait ça, c'est pas toujours facile pour moi en tout cas. Il y a un moment où... Et du coup, je sais pas, je crois qu'à chacun nous viennent des outils qui peuvent nous aider. Et pour moi, le design humain m'aide dans un certain sens à faire ça, à m'ouvrir à la vie, à m'ouvrir à l'amour. Voilà. C'est marrant de noter que parfois, avec les plus proches, ou c'est plus proche, c'est le plus difficile. Alors. Ouais. Ah bon. Donc l'émerveillement. Fabuleux. Je te remercie. Je vais reprendre la route, je vais remonter dans ma voiture. Ok. Je repars à Biarritz. Merci beaucoup pour cette aventure et aussi ce que tu m'as offert de confirmer aussi ce qui est étonnant, c'est que je suis passée par d'autres méthodes, par d'autres qui peuvent paraître plus cartésiennes, et ça rejoint ce que je sais déjà de moi. Donc merci beaucoup. Plaisir.